Vous appliquez des sanctions à la Russie, et concrètement, cela signifie que vous ne vous approvisionnez pas, soi-disant, en énergie russe à un prix bien inférieur, mais que vous préférez payer cette même énergie russe 3 ou 4 fois plus cher. Parce que vous l'achetez indirectement via l'Inde et d'autres pays. C'est bien ce que vous voulez dire, évidemment. Aussi, la Turquie. Donc nous l'achetons à la Russie à un prix réduit parce que nous sommes essentiellement neutres en tant que pays de l'OTAN et nous facilitons la vie à la Russie. Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Hassan Ünal, professeur titulaire au département de sciences politiques et de relations internationales de l'université Başkent à Ankara. Nous nous sommes récemment rencontrés lors d'un panel sur le nouveau monde multipolaire et j'ai pensé que c'était l'occasion idéale pour enfin discuter de la géopolitique de la Turquie sur cette chaîne. Dr Ünal, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de m'inviter. Merci d'avoir accepté, car je n'ai pas eu l'occasion de discuter de la Turquie en détail ou en profondeur. Permettez-moi peut-être de commencer par cette question. Le changement de nom du pays, est-il encore acceptable de l'appeler Turquie, ou cela est-il désormais considéré comme impoli? Eh bien, je ne penserais pas que ce soit considéré comme impoli, parce que j'ai toujours utilisé le mot Turquie. J'ai grandi avec Turquie, et je ne peux pas vraiment changer la façon dont je désigne le pays en anglais. Et l'autre problème, je veux dire, Turquie, ça va, mais quand il s'agit de l'adjectif du pays, il faut quand même dire turc. On ne peut donc pas dire Turquie-ish. Oui, c'est vrai, sauf si on veut tout chambouler. Donc vraisemblablement, dans notre discussion, je dirais Turquie tout le temps, parce que je suis une personne à l'ancienne. Oui. Oui, ça me facilite aussi la tâche, parce que je me souviens toujours de la Turquie comme ça. Mais parlons de la situation géopolitique. Je veux dire, la Turquie a été, vous savez, présente dans les médias, et elle se trouve au centre de l'attention, notamment à cause des négociations actuelles entre l'Ukraine et la Russie. Elle perpétue cette tradition, elle l'a déjà fait en 2022. Et si l'on regarde une carte, on se rend compte que la Turquie, encore une fois, se trouve un peu, vous savez, au cœur de la tempête, sans pour autant y être entraînée directement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous analysez la situation de la Turquie à l'échelle mondiale? Eh bien, globalement, en ce qui concerne la politique étrangère turque, je dirais que la politique adoptée par la Turquie au début de la guerre en Ukraine semble être beaucoup plus en accord avec l'intérêt national global de la Turquie. À savoir que, bien que membre de l'OTAN, en effet, un membre fort et fiable de l'OTAN, la Turquie entretient en même temps des liens considérables avec Moscou, tant sur le plan économique que commercial, mais aussi et surtout en matière de consultations politiques sur des incidents et événements importants dans la région. Encore une fois, la Turquie et la Russie ont, au fil des années, établi une sorte de mécanisme de coopération. Cela ne signifie pas qu'ils sont d'accord sur tout, mais ils savent comment contourner les difficultés. Par exemple, l'Azerbaïdjan, qui est en quelque sorte une extension de la Turquie, comme nous l'appelons, comme l'a dit un jour le grand dirigeant azerbaïdjanais Heydar Aliyev. L'Azerbaïdjan et la Turquie sont une même nation, mais deux États différents. En gros, lorsque l'Azerbaïdjan a lancé une opération majeure avec un soutien considérable de la Turquie pour récupérer ses territoires occupés, la Turquie et la Russie, cet axe, si l'on veut, entre Ankara et Moscou, ont en fait plutôt bien géré la situation.
Sans nuire aux relations turco-russes, les Russes et les Turcs ont agi avec beaucoup de prudence. Et alors que l'Azerbaïdjan reprenait ses territoires occupés, bien que l'Arménie soit en quelque sorte une alliée de Moscou, la situation a pu être maîtrisée. Il existe donc tout un mécanisme de coopération et de consultation entre la Turquie et la Russie. Mais cela ne signifie pas, par exemple, que tout peut être géré aussi facilement. Par exemple, la Turquie et la Russie semblent avoir de nombreuses divergences sur la Syrie. Et vous parliez bien sûr de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ce qui était intéressant dans ce cas, c'est que le président arménien, Pachinian, a en quelque sorte renoncé à ses revendications sur le Haut-Karabakh. Donc d'une certaine manière, la gestion de cette situation a montré que la Turquie soutenait clairement l'Azerbaïdjan dans cette affaire, n'est-ce pas? La Turquie l'a fait, mais la Russie n'a pas soutenu l'Arménie dans la même mesure. Ainsi, au final, le camp azéri a submergé la résistance arménienne, si l'on veut. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas la question azerbaïdjano-arménienne, mais la manière dont Ankara et Moscou ont essentiellement géré le problème et la guerre, et comment les relations après la guerre, en fait même avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, ont été assez fluides entre Ankara et Moscou. Ce que je veux dire, c'est que, d'accord, la Turquie est membre de l'OTAN, mais en même temps, elle entretient de bonnes relations avec Moscou. Et puis, il y a encore la Turquie, qui entretient de bonnes relations avec Kiev et l'Ukraine. Alors que tous les pays de l'OTAN, ou du moins un bon nombre d'entre eux, à quelques exceptions près, peut-être la Hongrie, ont mis en place un important ensemble de sanctions contre la Russie, la Turquie n'a rejoint aucune de ces mesures et a cultivé ses relations avec Moscou avant et pendant la guerre. En même temps, elle a maintenu toutes les lignes de communication avec l'Ukraine également. C'est ce que j'appelle faire du jonglage. Vous êtes membre de l'OTAN, mais vous êtes un jongleur. Vous jouez avec plusieurs balles en même temps. Oui, et pour moi, c'est assez habile parce que, je veux dire, cette chaîne s'appelle Neutrality Studies, et je l'ai appelée ainsi parce que c'est aussi ce que j'étudie. Et j'analyse d'un point de vue analytique que la Turquie est bien plus neutre que, disons, la Suisse ou l'Autriche, qui n'ont pas envoyé d'armes à l'Ukraine, mais qui ont tout de même mis tout leur poids du côté politique et à travers les sanctions, se rangeant du côté de l'Occident. Alors que la Turquie a-t-elle envoyé des armes à l'Ukraine? Je veux dire, elle n'a pas imposé de sanctions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle avait vendu des armes, en particulier des drones. Les Ukrainiens étaient intéressés par les drones sophistiqués que la Turquie produisait, mais cela s'est surtout passé avant la guerre. Il y a peut-être eu quelques éléments relevant de la politique de l'OTAN, peut-être, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de considérable, ni même que cela ait jamais été évoqué dans les discussions entre la Turquie et Moscou. Donc, si l'on regarde l'autre côté de l'histoire, par exemple, avec la deuxième plus grande force armée de l'OTAN et une industrie de défense florissante, la Turquie aurait pu rendre la vie très difficile à la Russie en mer Noire si elle avait agi, disons, comme la Grande-Bretagne pendant la guerre. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est abstenue de tout cela, parce que je pense, tout d'abord, notre intérêt national n'impose pas réellement une politique de ce genre. Et deuxièmement, même pendant la guerre froide, de 1965 jusqu'à presque 2 décennies dans les années 1980, certainement pendant 15 à 20 ans environ, la Turquie a entretenu les meilleures relations possibles avec Moscou sur le plan économique et commercial. Et ce sont en fait les Soviétiques qui ont construit une grande partie de l'industrie lourde turque durant cette période
bien que la Turquie fût membre de l'OTAN. Donc, en gros, on apprend de son expérience. À l'époque, cela se limitait purement à l'économie et au commerce. Mais cette fois, il y a davantage, par exemple, des consultations politiques sur les affaires régionales. Et un peu plus, mais pas encore pleinement développé, il y a la coopération en matière de défense. Ainsi, la Turquie a par exemple acheté des systèmes de défense aérienne S-400 à la Russie. Et à un certain moment, mon intuition me dit que la Turquie se tournera vers la Russie, non pas pour acheter des armes, et peut-être aussi vers la Chine, mais pour coproduire certaines armes ensemble dans cette région du monde, dans le but de les vendre à des tiers dans le cadre d'une co-entreprise ou quelque chose de similaire. Mais cela, je ne pense pas que ce soit imminent. Cela ne va pas arriver demain. Mais je peux prévoir que cela se produira à un moment donné dans un avenir pas trop lointain. Toi et moi, nous allons voir tout cela, d'accord? Je suis bien plus âgé que toi, mais je suis certain que je verrai cela arriver. Donc ce que je veux dire, c'est que, d'une part, on reste dans l'OTAN, mais on diversifie sa politique étrangère. J'appelle cela une politique étrangère multidimensionnelle. Et nous avions peut-être un petit degré de cela pendant la guerre froide. Mais maintenant, cela va devenir bien plus multidimensionnel dans un ordre mondial multipolaire. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est compréhensible, oui, parce que ça semble rationnel. Mais le fait est que pour moi, beaucoup de membres européens de l'OTAN n'agissent plus de manière très rationnelle. Pensez simplement à la façon dont l'Allemagne accepte d'ignorer Nord Stream. Elle ignore tout simplement qui a fait sauter Nord Stream. Je veux dire, à ce stade, il est clair qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur, soit par vous-même, soit par vos alliés, mais vous l'ignorez. Cela me semble irrationnel. Ce que fait la Turquie, c'est équilibrer tout le monde les uns contre les autres. Cela a beaucoup de sens du point de vue réaliste. Mais pourquoi la Turquie est-elle capable de faire cela au sein de l'OTAN, alors que l'Allemagne et d'autres semblent complètement, totalement, entièrement capturés? Pensez aussi aux pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, les Finlandais, qui autorisent désormais, surtout la Finlande et la Suède, 17 bases, 15 et 17 chacune, sur leur sol. Et c'est comme des termes qui ressemblent plus à un contrat colonial signé par une nation vaincue qu'à un partenaire d'alliance. La Turquie ne fait pas cela. Pourquoi? Comment la Turquie a-t-elle échappé à cette emprise? Je pense qu'un point important pour la Turquie et sa politique étrangère, c'est que, du point de vue turc, les années de la guerre froide sont terminées. En ce sens, la Turquie ne perçoit plus la Russie comme une menace. La Russie et l'Union soviétique représentaient une menace à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à cette époque, la Turquie comptait 18 millions d'habitants. Les Soviétiques venaient de perdre 27 millions de personnes. Mais malgré cela, ils étaient environ 170 millions, avec un arsenal énorme à leur disposition. Et il y avait quelqu'un comme Staline qui voulait changer tout le statu quo, ce qu'il a imposé à la Turquie. Il y avait donc un danger soviétique, une menace, qui a poussé la Turquie dans le camp occidental à la recherche d'une alliance dirigée par les États-Unis et tout cela. Mais les choses ont changé. Vous parlez maintenant d'une nation de plus de 86 millions d'habitants, qui augmente d'environ 1 million par an. Même si récemment, en raison de la crise économique et d'autres facteurs, la hausse du taux de natalité a ralenti, elle demeure présente, et selon les experts démographiques, elle devrait se poursuivre. La Turquie atteindra donc environ 110 millions d'habitants. Et au moment où la Turquie comptera 110 millions d'habitants, la population russe sera descendue à 110 ou 120 millions. Deuxièmement, bien sûr, cela n'explique pas tout, mais en termes de puissance économique et de force militaire, étant donné à quel point, non pas difficile, mais certainement pas facile,
a été la campagne de la Russie en Ukraine. Je ne pense pas qu'aucun gouvernement russe n'envisagerait jamais, comment dire, une telle entreprise contre la Turquie. Think of any such enterprise against Turkey. Okay? Nor would any Turkish government. Aucun gouvernement turc n'envisagerait jamais une conquête aux dépens de la Russie. Il existe donc un équilibre entre les deux pays. Bien sûr, la Russie est une superpuissance, notamment sur le plan militaire. C'est l'une des nations les plus importantes. Et en ce qui concerne ses ressources, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Oui. Mais, vous savez, cela étant dit, la Turquie pense d'une certaine manière qu'elle peut facilement coopérer avec la Russie sur toutes les questions, y compris non seulement l'économie et le commerce, mais aussi la politique et même les questions militaires. Cela donne donc peut-être confiance à la Turquie. Mais on peut toujours se poser la question, l'Allemagne n'est-elle pas assez confiante? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? And if it is not, why not? The other thing, the Turks and the Russians. L'autre chose, c'est que les Turcs et les Russes s'entendent très bien. Le nombre de mariages mixtes entre Turcs et Russes est énorme. Je veux dire, nous sommes avec les Occidentaux, si vous voulez, depuis l'adhésion de la Turquie à l'OTAN, mais il n'y a eu que quelques mariages mixtes ici, et beaucoup d'entre eux se sont dissous au fil des années. La plupart n'étaient pas vraiment des mariages fonctionnels. Si vous voulez, certains le sont, mais la majorité non. Mais avec les Russes, il y en a énormément. Comment dire, fondamentalement, les deux nations en termes de population semblent bien s'entendre. Donc c'est un autre point. Quant à savoir pourquoi l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne sont si anti-russes, il y a sans doute une raison, et c'est idéologique. Le bagage idéologique, c'est qu'au cours des années de la guerre froide, l'Occident a essentiellement consolidé son alliance, si l'on veut, sur la base d'une guerre froide idéologique contre l'Union soviétique. En gros, on se présente comme le monde libre, et l'autre camp est qualifié d'antidémocratique, d'autocratique, de dictatorial, blablabla, ce qui, pour la plupart, n'était apparemment pas vrai. Mais il y avait tout de même une part de vérité dans ce qu'il disait. Aujourd'hui, dans l'ordre mondial unipolaire, toutes ces affirmations sont devenues une sorte de quête idéologique. Comme vous savez, les gentils et les méchants, les bons et les mauvais, les démocraties contre les autocraties, et vous savez, les droits de l'homme et les libertés opposées à moins de droits de l'homme, pas de droits de l'homme, pas de droits politiques, blablabla. No political rights, blah blah. And all this, I think, affected the liberal Western. Et tout cela, je pense, a influencé l'esprit libéral occidental et les a amenés à un point tel que l'on ne se concentre plus vraiment sur l'intérêt national lorsqu'on formule une politique étrangère. Et cela est également dicté en gros par l'élite libérale américaine à l'élite libérale européenne. Mais c'est quelque chose d'insoutenable. Et je ne pense pas que les gouvernements occidentaux, en particulier en Allemagne, en France, voire en Grande-Bretagne, continueront avec ces politiques. Je ne pense pas que le gouvernement actuel, qui vient tout juste d'arriver au pouvoir, durera plus de, disons, 2 ans. Et je pense qu'il sera remplacé par un gouvernement patriotique. Bien qu'on les qualifie de gouvernements de droite, ils ne le sont pas. Ce sont des gouvernements patriotiques. Tu parles de l'AfD, c'est bien ça? AfD, vous savez, le mouvement Le Pen en France, le Rassemblement national, et puis il y a quelque chose d'équivalent en Autriche. Oui, il arrive que leurs propos frôlent parfois le racisme et autres, mais dans l'ensemble, ils sont contre l'immigration. Et ils s'opposent aussi largement à la domination de l'Union européenne et des États-Unis. Cela signifie donc que tant que ces partis n'arrivent pas au pouvoir dans ces grands pays européens, ils vont en souffrir. Personne ne peut expliquer, par exemple, la politique de l'Allemagne. Vous appliquez des sanctions à la Russie. Et concrètement, cela signifie que vous ne vous procurez pas, soi-disant, l'énergie russe à un prix bien plus bas, mais que vous préférez payer la même énergie russe 3 ou 4 fois plus cher.
the same Russian energy 3-4 times more. Parce que vous l'achetez indirectement via l'Inde et d'autres pays, bien sûr. Of course, also Turkey. So we buy it from Aussi la Turquie. Russia. Donc nous l'achetons à la Russie à un prix réduit parce que nous sommes essentiellement neutres en tant que pays de l'OTAN et nous facilitons la vie à la Russie. Nous n'avons pas fermé notre espace aérien. Par exemple, une grande partie des voyages russes passent par la Turquie, ainsi qu'une grande partie des voyages occidentaux. Il ne s'agit pas seulement de voyageurs russes, mais aussi de voyageurs occidentaux. Par exemple, je constate que lorsque je rencontre des chercheurs russes, japonais et d'autres personnes se rendant au Forum international de Valdai, ils passent par Istanbul. International Forum through Istanbul. So basically you get the Russian Donc, en gros, vous achetez le pétrole russe à un prix très réduit, and then you puis vous le transformez en essence, en diesel et en d'autres produits, et ensuite, vous les vendez sur les marchés internationaux, aux prix internationaux, aux Européens et à tous les autres. Et ils savent que c'est de l'énergie russe, c'est du pétrole russe et tout cela. Alors, pourquoi ne pas acheter du gaz et tout le reste? L'énergie russe bon marché, qui est la bouée de sauvetage de votre industrie. Et ensuite, vous êtes en fait confronté à la désindustrialisation de votre pays, qui est l'épine dorsale de votre économie. C'est totalement incompréhensible. Mais je pense que ça tient surtout à leur approche idéologique. mostly to do with their ideological approach. Est-il juste de dire qu'en observant ce drame se dérouler depuis la Turquie, depuis Ankara, vous et beaucoup de vos collègues dans les milieux politiques et analytiques, regardez cela avec incrédulité, que ces gens font quelque chose de vraiment stupide et nuisible pour eux-mêmes? Est-ce que c'est ce qui est généralement admis dans le discours en Turquie? Well, I'm one of those who kept heralding. Eh bien, je fais partie de ceux qui annonçaient l'avènement d'un ordre mondial multipolaire. Mais tous les membres de l'élite académique et du milieu de la politique étrangère, si l'on veut, ne sont pas comme moi. Il y a une grande partie, encore une fois, de l'élite à l'esprit libéral qui pense que la Turquie aurait dû se ranger du côté de l'Occident et aurait dû, en gros, exclure totalement la Russie de son agenda de politique étrangère. Mais lorsque vous leur parlez, lorsque vous débattez avec eux, ils n'ont aucun argument à avancer. Pouvez-vous me donner une estimation approximative? Par exemple, quel pourcentage de personnes en Turquie pensez-vous seraient d'accord avec votre interprétation? Et combien préféreraient soutenir, disons, l'interprétation libérale de ce qui devrait se passer? Le problème ne vient pas du peuple. On peut supposer qu'une grande partie de la population serait fondamentalement d'accord avec ce que je dis et avec ce que fait le gouvernement sur cet aspect de la politique étrangère. Mais la politique étrangère du gouvernement au Moyen-Orient est tout aussi idéologique. Ainsi, l'approche de notre gouvernement nécessite beaucoup d'examen, si vous voulez, afin de la comprendre. Par exemple, dans le cas de la politique de la Turquie concernant la guerre en Ukraine, elle est parfaite, avec quelques hauts et bas ici et là, mais même les coureurs de fond se fatiguent parfois. Ils laissent échapper la balle. Oui, ils laissent tomber une balle ou une autre, et quelqu'un finit par la ramasser. Vous pourriez jouer avec tous. Mais lorsqu'il s'agit de la politique de la Turquie au Moyen-Orient, c'est tout aussi problématique, ou ça l'était. C'est moins problématique maintenant, mais ça reste problématique. Mais, vous savez, je parle de l'élite turque. Et l'élite turque était certainement tournée vers l'OTAN, libérale et tout cela. Donc ils sont en train de tout perdre. Quand vous parlez à d'anciens ambassadeurs et à des personnes qui commentaient autrefois la politique étrangère turque, beaucoup d'universitaires, ils sont en fait fascinés par ce qui se passe, par l'attitude adoptée par la Turquie, mais aussi et surtout par ce que Trump a fait, par exemple. What Trump has been doing, for instance, he is destroying the collective West.
Il est en train de détruire l'Occident collectif et il se concentre essentiellement sur les intérêts de la politique étrangère américaine. Il agit en fait selon une approche America First, partout et en toutes circonstances. Il y avait donc ce parti libéral que les libéraux, aussi bien en Europe, en Turquie qu'aux États-Unis, pensaient éternel. Mais le matin est arrivé et ils ne se sont pas réveillés parce qu'ils avaient trop bu. Ils doivent maintenant digérer tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de discussions sur la politique étrangère, mon point de vue semble gagner du terrain, car nous parlons essentiellement des réalités sur le terrain. Oui, et la Turquie est entourée de nombreuses réalités concrètes. Je veux dire, tu viens de mentionner, juste avant cela, est-il juste de dire que d'une certaine manière, alors qu'une grande partie de l'Europe occidentale a été capturée par une idéologie libérale, et en quelque sorte, l'idéologie ronge l'esprit, cela n'est pas arrivé à la direction politique turque? Peut-être à certaines élites, oui, mais pas à la direction actuelle qui définit la politique. Eh bien, le problème, c'est l'opposition principale. L'opposition principale est très orientée vers le libéralisme. Donc, si les personnes âgées, par exemple, selon les sondages, préféreraient une sorte de politique à la Atatürk, c'est-à-dire, vous savez, une politique du type la Turquie d'abord, d'accord? Vous placez les intérêts de la Turquie en priorité. Et il faut être moderniste. Il faut faire de grands efforts pour moderniser le pays dans tous les domaines. Mais il ne faut pas se laisser emporter par les conseils occidentaux. Donc, vous regardez d'abord vos propres intérêts. Mais le principal parti d'opposition n'est pas comme ça. Et c'est peut-être pour cela qu'ils continuent de perdre les élections depuis quelques scrutins. Sinon, ils auraient pu tout rafler et arriver au pouvoir. Voilà le dilemme auquel nous sommes confrontés en Turquie, en réalité. Mais l'opposition en Turquie a un problème, n'est-ce pas? Parce que l'opposition, prenons l'exemple de l'opposition en Géorgie, pouvait compter sur le soutien de l'Union européenne, n'est-ce pas, pour la voie européenne, et, en quelque sorte, l'Europe avant tout. Le problème de la Turquie, c'est que cette opposition libérale, même si elle voulait rejoindre l'Union européenne, je veux dire l'Union européenne, ne veut pas d'eux, n'est-ce pas? La Turquie se retrouve donc un peu coincée entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne son intégration économique. Elle attend désormais l'adhésion à l'UKMM depuis quoi? 40 ou presque 50 ans maintenant. Eh bien, nous avons signé l'accord d'association avec la Communauté économique européenne de l'époque en 1963. D'accord, désolé, 60 ans maintenant, désolé. Plus de 60 ans, oui. Et donc le problème, comme vous l'avez dit, par exemple avec la Turquie, c'est que l'élite politique des pays d'Europe occidentale libéraux accueillerait facilement l'Ukraine et ou la Géorgie dans leur rang, dans le giron, mais pas la Turquie. Même s'il y avait un gouvernement libéral à Ankara, même si ce gouvernement libéral faisait ce qu'on lui demandait, il n'en voudrait pas. Et cela se comprend tout à fait, car c'est un pays trop grand, avec une population de 86 millions d'habitants. Ce serait donc le plus grand pays de l'Union européenne. Il aurait le plus grand nombre de voix sur plusieurs plans et il aurait alors la plus grande représentation. Disons que si la population de la Turquie dépasse les 100 millions d'habitants, elle constituerait alors le plus grand groupe au sein du Parlement européen. Elle consommerait également la plus grande part des fonds, et tout cela. Donc, rien que par la taille de sa population, cela rend l'adhésion impossible. Ensuite, l'Union européenne, pour des raisons tout à fait compréhensibles, considère la Turquie comme un filtre entre la bonne partie du monde et la mauvaise partie du monde. La Turquie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle combine les deux. Mais le mauvais ne devrait pas se trouver juste à la frontière de l'Union européenne.
Il devrait y avoir un filtre à travers lequel les choses passent. Et ce filtre, c'est parfaitement la Turquie. Et de leur point de vue, c'est tout à fait compréhensible. Et la position stratégique de la Turquie est stupéfiante pour les dirigeants de l'Union européenne. Comment pourriez-vous gérer, par exemple, une guerre en Syrie, une guerre en Irak, un conflit avec l'Iran ou avec un autre acteur en Méditerranée orientale? Vous savez, tout peut arriver dans cette région du monde. Et puis si la Turquie était membre à part entière, il faudrait faire quelque chose, dire quelque chose, ou agir aux côtés de la Turquie. Donc, ils n'y voient pas beaucoup d'avantages pour eux-mêmes à cet emplacement. Du point de vue de Washington, la position de la Turquie est incroyablement importante. Mais depuis Bruxelles, ils jouent les seconds rôles par rapport à Washington en matière de réflexion et de stratégie géopolitique, si l'on veut. Donc, ils ne considèrent pas la Turquie comme un atout, mais ils ne veulent pas la perdre. Ils ne veulent pas la perdre non plus, car la Turquie est un bon marché pour les produits européens, tout comme l'Europe est un bon marché pour les biens produits en Turquie, les biens industriels, et ainsi de suite. Vous avez donc ce type de relation qui, comme vous l'avez justement dit, est assez problématique. Même s'il y a un gouvernement d'esprit libéral, comme cela a été le cas par le passé. Même le gouvernement actuel était assez libéral lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il était prêt à faire tout ce que l'Union européenne demandait. Il était prêt à abandonner ses intérêts à Chypre, ses intérêts en mer Égée. Il était prêt à accepter toutes les exigences de l'Union européenne. Mais alors, l'Union européenne devrait dire au gouvernement actuel, dirigé par Erdogan, « Vous savez, quoi que vous fassiez, nous ne vous laisserons pas entrer. Désolé. Nous mettons en place tous ces, obstacles, en pensant que vous ne les accepteriez pas. Mais si jamais vous les acceptiez, nous ne vous laisserions de toute façon pas entrer. Agissez en conséquence. » Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour la Turquie d'intégrer réellement l'Union européenne. Mais il y a ces libéraux qui pensent que la seule issue pour la Turquie est de pousser pour l'adhésion à l'Union européenne et de rester également un membre solide et loyal de l'OTAN. C'est incroyable. Mais en un sens, ce que nous voyons maintenant, c'est que la Turquie en réalité, je veux dire, sur le plan politique, elle ne fait pas cela, n'est-ce pas? Sur le plan politique, elle joue ses cartes de manière opportuniste, mais je ne le dis pas dans un sens négatif. C'est comme si une opportunité se présente, on la saisit, n'est-ce pas? On ne la jette pas par-dessus bord. J'appellerais cela du pragmatisme. Pragmatique. Oui, c'est le mot le plus juste. Le pragmatisme, oui. C'est tout à fait compréhensible. Pour moi, ce que fait la Turquie a en réalité beaucoup de sens. La question que je me pose est de savoir comment elle y parvient, car la Turquie a dans ce domaine une longue tradition et a appris à équilibrer les tensions. Tout en essayant d'entretenir la meilleure relation possible avec lui-même, elle cherche aussi à avoir la meilleure relation possible avec la Russie. Elle essaie d'entretenir des relations avec son voisinage immédiat. Elle gère même un conflit avec l'Union européenne au sujet de Chypre. Je veux dire, l'UE et la Turquie sont en désaccord total sur la question de Chypre, n'est-ce pas? Au point qu'ils en sont venus à s'affronter, ou qu'il y a eu des échanges de tirs dans les années 70. Comment est-ce possible, tout en maintenant, pour ainsi dire, une relation de travail? Eh bien, dans les années 970, Chypre grec n'était pas dans l'Union européenne, donc il n'y avait pas de problème. Mais vous savez, la Turquie et la Grèce étaient membres de l'OTAN. Pourtant, la situation était problématique. La Turquie, d'un côté, et la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'autre, ont géré une situation assez difficile.
Ainsi, l'île est divisée. Mais comme vous l'avez dit, en raison de l'entrée des Chypriotes grecs dans l'Union européenne, avant qu'une résolution n'ait été trouvée concernant la division de l'île, il est désormais presque impossible de résoudre la question, car il y a essentiellement 2 États fonctionnels sur l'île. Alors, pourquoi le côté turc devrait-il, en gros, s'unir au côté grec? Et l'adhésion à l'Union européenne n'apporte pas toutes les bonnes nouvelles qui avaient été annoncées à l'époque. Comme vous l'avez justement dit, la Turquie gère ses relations problématiques avec l'Union européenne et elle a ses différends avec les États-Unis, notamment parce que les États-Unis semblent déterminés à créer un Kurdistan au Moyen-Orient. En même temps, elle gère ses relations avec la Russie et même la Chine. Désormais, elle s'ouvre à la Chine, et la Chine s'ouvre aussi à la Turquie, notamment sur la question de savoir si cela va entraîner un afflux important d'investissements chinois en Turquie. Nous allons attendre et voir, mais il y a des signes que cela pourrait arriver, et ce serait un très bon début entre la Turquie et la Chine également. Ce que je veux dire, c'est que si notre gouvernement n'était pas motivé idéologiquement, motivé par l'idéologie islamiste, au Moyen-Orient, la situation aurait été encore meilleure. Vous savez, on pourrait par exemple avoir de très bonnes relations avec l'Égypte, Israël, la Syrie. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement actuel s'est impliqué dans cette affaire syrienne, dans la guerre destructrice en Syrie. Car avant la guerre, les relations entre la Turquie et la Syrie étaient, comment dire, les 2 pays étaient dans les meilleures dispositions possibles. Par exemple, presque aussi bonnes que nos relations actuelles avec l'Azerbaïdjan. Donc, pourquoi la Turquie s'est laissée entraîner par les conseils occidentaux, européens, en particulier américains, comment dire, et a été poussée dans cette direction, cela reste inexplicable. Et j'ai été un critique virulent de cette politique. Encore une fois, notre politique en Syrie a été, je dirais, pour rester modérée, un échec, car elle n'est pas fondée sur les intérêts nationaux de la Turquie. Mais même en mettant de côté le problème syrien ces derniers temps, vous entretenez de bonnes relations avec l'Égypte, puis avec l'Arabie saoudite et les pays arabes du Golfe également. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les deux, non seulement au niveau politique, mais aussi en termes de soutien financier et de transactions financières entre les 2 parties. Et je pense que la Turquie va normaliser ses relations avec Israël d'une manière ou d'une autre, car nous avons toujours eu de bons liens avec Israël. Bien que la Turquie, par exemple, dans le passé, à partir du milieu des années 1960, ait été le premier pays musulman à reconnaître Israël après la première guerre israélo-arabe, elle n'a pas voté pour la création d'Israël en 1947 à l'ONU. Elle a voté contre. Mais après la première guerre arabo-israélienne de 1948, elle a reconnu Israël. Mais malgré cela, à partir de 1947, puis surtout à partir de 1965, elle a maintenu ses relations avec les pays arabes. Elle a soutenu leurs droits légitimes, ceux des Palestiniens et d'autres. Elle a rejoint l'Alliance, si l'on veut, appelant au retrait d'Israël des territoires occupés des pays arabes. Mais en même temps, elle a fait tout cela sans faire d'Israël un ennemi de la Turquie. C'était très bien. Et les Israéliens l'ont compris. Les Arabes l'ont compris. Et c'est ainsi que, par exemple, lorsque le processus de paix d'Oslo a commencé, tant les Israéliens que les Arabes disaient à la Turquie « Restez dans le processus, car nous avons besoin de vous, parce que nous avons confiance en vous. » Et je pense que la politique étrangère turque au Moyen-Orient devrait revenir à cela. Et je pense qu'elle va le faire, car c'est la seule voie possible. Deux questions à ce sujet. N'êtes-vous pas inquiet du fait que le tampon syrien entre Israël et la Turquie soit désormais pratiquement érodé?
Je veux dire, la Syrie est morte, pour ainsi dire, en tant qu'État fonctionnel dans les frontières que nous connaissons. Et nous avons maintenant des forces soutenues par la Turquie, et vraisemblablement aussi des forces turques directes, presque aux portes des revendications élargies d'Israël sur la Syrie et de ce qu'il établit comme zone tampon. Nous avons donc ces deux entités qui sont désormais presque en contact. D'un autre côté, le génocide qui se déroule en Palestine contre la population musulmane, mais pas seulement la population musulmane. On oublie toujours que les Palestiniens incluent aussi des chrétiens et d'autres confessions. Cela ne fait-il pas monter la tension en Turquie vis-à-vis d'Israël en ce moment? Comment cela évolue-t-il? Eh bien, c'est là le point problématique de l'ensemble de la politique étrangère turque. Par exemple, la Turquie essaie actuellement de rapprocher le nouveau gouvernement syrien qui serait sous protection turque et Israël. Et il semblerait que des négociations soient en cours en Azerbaïdjan. Mais Israël continue de bombarder les infrastructures du nouveau gouvernement syrien. Oui, c'est ça, Israël dans toute sa complexité. D'un côté, il y a cela, et de l'autre, Israël bombarde ces endroits. Les tensions entre la Turquie et Israël augmentent à propos de la Syrie et aussi des politiques liées au Hamas. Je pense que là encore, c'est une question d'idéologie. Par exemple, Israël a l'habitude d'être critiqué sur la scène internationale. Ce qu'ils font à Gaza dépasse tout simplement l'entendement. Donc je veux dire, les critiques ordinaires ne suffiraient pas à freiner Israël, et ainsi de suite. Tout cela est évident. Mais au final, qui va freiner Israël? Ce seront les États-Unis et leurs partenaires occidentaux, aucun autre pays. Oui, ce sont les seuls qui pourraient. Et peut-être aussi les Arabes, qui pourraient réellement exercer une pression sur l'administration américaine, en disant « Écoutez, nous sommes impliqués dans des transactions commerciales de plusieurs milliers de milliards de dollars, ceci et cela. Mais en même temps, nous voyons Israël agir de manière totalement inacceptable, et nous ne pouvons pas l'expliquer à nos opinions publiques. Vous devez faire quelque chose. » Donc, dans un monde idéal, la Turquie devrait soutenir les États arabes politiquement et diplomatiquement, sans s'impliquer dans les différends interarabes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens relève aussi en grande partie des affaires interarabes. Comment le présentez-vous comme une question interarabe? Non. Je veux dire, d'un point de vue humanitaire, la Turquie devrait exprimer sa colère, sa frustration, ses critiques et tout ce qui s'ensuit. Mais en même temps, cela dépend aussi du langage que l'on choisit. Par exemple, si vous qualifiez Israël d'État terroriste, c'est quelque chose que tout gouvernement israélien, toute élite politique israélienne considérerait essentiellement comme une insulte. Mais si vous dites que le Hamas peut être une organisation terroriste, de votre point de vue, mais que si vous traitez les Palestiniens de Gaza comme un État, alors vous devez agir comme un État, avec toutes les responsabilités que cela implique. Vous ne pouvez pas agir essentiellement comme une organisation terroriste, comme vous les qualifiez. Donc je veux dire, tout dépend du langage. Mais notre gouvernement est allé bien au-delà de tout cela. Mais on peut aussi dire que, après tout, ce qui se passe à Gaza est quelque chose que personne n'aurait réellement pu prévoir il y a quelques années. Et c'est aussi, comment dire, stupéfiant que face à un génocide en cours, les États-Unis continuent de parler de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et que le soutien européen à Israël se poursuive, malgré le fait que quelques pays de l'Union européenne et d'ailleurs tiennent un discours différent ou semblent agir dans une autre direction. Mais ce que je veux dire au final, c'est que je ne sais pas ce qu'il va advenir du peuple de Gaza. Et ils ont toute ma sympathie, personnellement. Mais les politiques d'État sont, comment dire, parfois formulées sans tenir compte des émotions,
assurément. Et d'autre part, même si nous continuons à critiquer Israël de cette manière, cela n'aide ni les habitants de Gaza, ni ceux de la Cisjordanie. nor the people in West Bank. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles la Turquie n'impose pas de sanctions officielles à Israël? Je veux dire, cette forme de politique pragmatique, qui consiste à dire « Oui, nous détestons ce qui se passe, mais si nous montons le ton contre Israël, cela ne les aiderait pas non plus. » Est-ce ainsi que vous interprétez l'attitude de la Turquie dans cette situation? I think Turkey has sanctioned Israel. It has stopped all its Je pense que la Turquie a sanctionné Israël. Elle a arrêté tout son commerce avec Israël. Mais le problème, voyez-vous, c'est que par exemple, Israël achète, disons, de l'acier, du béton et toutes sortes de biens ménagers et de biens personnels, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que quelqu'un d'autre les achète à la Turquie, puis les revend à Israël. Donc on ne peut pas vraiment sanctionner Israël dans ce sens-là. De plus, si le monde arabe commerce largement avec Israël, pourquoi la Turquie devrait-elle arrêter? Parce que nous sommes bénéficiaires dans notre commerce avec Israël. We are at the plus side in our trade with Israel. Désolé. Encore une question, parce que ça me brûle vraiment les lèvres. Quel est le rôle de la religion ou de la politique motivée par la religion en Turquie? Il existe en Israël un mouvement sérieux qui aimerait faire exploser la mosquée Al-Aqsa et construire un troisième temple. Si cela arrivait, si la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, était détruite, quelle serait la réaction de la Turquie? Well, I can't comment on circumstances. Eh bien, je ne peux pas commenter des circonstances purement hypothétiques qui pourraient ou non se produire. Si les Israéliens, les Américains et d'autres étaient assez insensés pour faire cela, alors tout dépendrait des circonstances. Je pense que cela dépendrait aussi du gouvernement en place en Turquie. Par exemple, je n'imagine pas que des gouvernements européens se contenteraient de reformuler leur politique envers Israël et de continuer comme si de rien n'était dans les circonstances que vous décrivez. Et puis il y a une autre question. Comment l'Égypte réagirait-elle à cela? Et l'Arabie saoudite? Pourrait-il simplement dire « Eh bien, vous savez, cela ne me concerne pas vraiment ». Ce serait donc une insulte totale au monde musulman. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que cela n'arrivera pas. Mais si cela devait arriver, alors ce serait une toute autre histoire. But if that were to happen, then it would be a different kettle of fish. Ce serait le cas. Peut-être la dernière question, car c'est vraiment un tour de force. Mais l'Iran, quelle est la relation de la Turquie avec l'Iran et comment la voyez-vous évoluer? Well, the present government, again, is Eh bien, le gouvernement actuel, encore une fois, est idéologiquement quelque peu anti-iranien. La Turquie, en ce qui concerne la politique menée en Syrie, était, comment dire, en désaccord avec l'Iran. Et depuis la chute du régime Assad en Syrie, les relations entre la Turquie et l'Iran semblent assez tendues, même si aucune des deux parties ne souhaite faire de déclarations concrètes à ce sujet. Les Iraniens sont déjà bien occupés avec leurs négociations avec l'administration Trump. De plus, dans ces circonstances, parce qu'ils ont perdu la Syrie et qu'ils risquent de perdre, je veux dire, ils pourraient être en position de faiblesse en Irak, ils ne voudraient pas contrarier la Turquie, ou comment dire, retourner la Turquie contre eux plus qu'elle ne l'est déjà. Et du côté turc, la situation est très compliquée. It is so complicated. For instance, Turkey, the present government, Par exemple, la Turquie, le gouvernement actuel, et ce n'est pas quelque chose que j'approuverais, mais le gouvernement actuel est très orienté en faveur du Hamas. En ce qui concerne l'expression de sa colère et de sa frustration face à ce qu'Israël fait à Gaza, j'accepterais et approuverais bien sûr cela. Mais la manière dont le gouvernement actuel en Turquie gère sa relation avec le Hamas, par exemple, je ne vois aucun intérêt pour la Turquie là-dedans. Le Hamas et le Hezbollah coordonnent leurs efforts contre Israël. Mais la Turquie est contre le Hezbollah
parce que le Hezbollah a agi avec le régime Assad. Et la Turquie est contre l'Iran parce qu'elle voulait renverser Assad, alors que l'Iran voulait maintenir le régime Assad en Syrie. Mais le Hamas, soutenu par la Turquie, est plutôt proche à la fois de l'Iran et du Hezbollah. Donc c'est une histoire assez compliquée. Il faut comprendre cela. So it's quite a complicated story, you will have to understand. And so when I look at Ainsi, lorsque j'observe tout cela, je ne vois pas vraiment d'intérêt turc en jeu. Par exemple, lorsque j'analyse la politique de la Turquie vis-à-vis de la guerre en Ukraine, je dirais certainement qu'elle est conforme à l'intérêt national turc et tout à fait compréhensible, très rationnelle ainsi que pragmatique. Et c'est ainsi que cela devrait être. Mais lorsqu'il s'agit de la politique étrangère de la Turquie au Moyen-Orient, par exemple, il y a quelques années encore, n'oubliez pas, la Turquie s'est mise à dos l'ensemble du Moyen-Orient à cause de sa politique étrangère, orientée vers les frères musulmans. Parce qu'elle était impliquée dans la guerre en Syrie à partir de 2011, en raison de sa logique de politique étrangère en Syrie, et qu'elle s'opposait au régime de Sisi en Égypte. Je veux dire, les deux pays utilisaient, vous voyez, la politique était clairement hostile, vous savez, entre Turquie et Ankara. between Cairo and Ankara. And then, can you imagine, you are against Syria. Et puis, pouvez-vous imaginer, vous êtes contre la Syrie, vous êtes contre l'ennemi de la Syrie, c'est-à-dire Israël, et ensuite, vous êtes contre l'Égypte, contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. C'est ce qu'a été la politique étrangère turque jusqu'à la fin de 2020, pendant une bonne décennie ou plus. Et à cause de l'engagement idéologique dans la guerre en Syrie, la Turquie est même allée jusqu'à abattre un avion de chasse russe. Pouvez-vous imaginer à quel point le gouvernement actuel a poussé les choses à l'extrême? Vous savez, c'était incroyable. Donc à partir de la fin de 2020, une certaine sobriété, si l'on peut dire, a prévalu dans l'élaboration de la politique étrangère turque. Mais malgré tout, la politique étrangère turque au Moyen-Orient présente encore certains aspects problématiques, comme je viens de l'expliquer. C'est principalement à cause de cette approche idéologique. Mais une partie de cela concerne également l'approche de la Turquie vis-à-vis de la question kurde, et surtout en Syrie, avec la volonté d'empêcher l'établissement d'un État kurde de facto. Est-ce que cela évolue aussi? Parce que récemment, la semaine dernière, nous avons entendu des signes très encourageants de la part des plus hauts dirigeants turcs disant « Non, 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 nous sommes aussi un État kurde. » Et vous savez, une branche d'olivier, comme je n'en avais pas vu depuis 10 ans, depuis qu'Erdogan a commencé à réprimer le parti politique kurde, non pas pour de bonnes raisons, mais pour des raisons de pouvoir politique interne. Assistons-nous à une tentative de la Turquie de se réconcilier avec les Kurdes et aussi avec ses voisins du Moyen-Orient et d'Asie occidentale? Eh bien, une évaluation lucide de la situation dirait simplement que c'est ahurissant. Parce que vous faites cela avec le PKK, à un moment où le PKK a été complètement vaincu à l'intérieur de la Turquie. À une époque de multipolarité, la Turquie dispose de beaucoup de leviers vis-à-vis des États-Unis et même d'Israël pour détruire les groupes dirigés par le PKK en Syrie. Mais ils viennent tout juste de se dissoudre la semaine dernière. Non, ils ont officiellement annoncé qu'ils voulaient se dissoudre. Pas vraiment, car le PKK n'est qu'une branche de ce qu'ils appellent leur cadre institutionnel. Donc le PKK est celui qui agit à l'intérieur de la Turquie. Celui en Syrie porte un autre nom, mais c'est la même chose. Ils poursuivent les mêmes objectifs, visent les mêmes buts. En fait, ce que les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent, la Turquie semble être en train de le faire. De nombreux analystes politiques ici en Turquie pensent que tout cela est lié aux prochaines élections. Les élections à venir, il reste encore beaucoup de temps, mais le gouvernement en place pense qu'il ne pourra plus gagner.
Il est au pouvoir depuis si longtemps, en plus de la crise économique qui a été aggravée par la mauvaise gestion du gouvernement. Et puis, ils sont voués à perdre les élections, malgré le fait que la principale opposition ne semble pas séduire toutes les composantes de l'électorat. Mais au final, il y a de fortes chances qu'ils perdent les élections. Alors, que faire? Ensuite, vous discutez avec ce parti affilié au PKK, si vous voulez, ou avec les héritiers politiques du PKK, en disant, vous savez, est-ce que je peux juste faire un peu de cosmétique? Et vous pouvez présenter cela comme une grande victoire. Mais, vous me donnez vos voix. Pouvez-vous faire cela? Mais ensuite, la réaction de l'électorat, c'est que si vous obtenez une voix de leur part, alors vous en perdez peut-être 2 de l'autre côté. Donc, en gros, la situation du gouvernement est assez embrouillée. Et ces eaux inexplorées ne sont pas le genre de situation que Erdogan et son gouvernement ont l'habitude de gérer. Ils avaient l'habitude de remporter facilement les élections. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont provoqué une crise économique dont ils ne peuvent pas sortir. Et maintenant, cela va entraîner la fin du gouvernement actuel, comme le règne de tout gouvernement finit par prendre fin. Mais ils ne veulent pas voir cela arriver. Et ils sont prêts, en gros, comment dire, à conclure n'importe quel accord avec n'importe qui. Voilà la situation. Ce n'est donc pas facile. Pour les observateurs extérieurs, la situation peut sembler assez confuse. Même pour nous, à l'intérieur du pays, il n'est pas facile de comprendre ce qui se passe au premier abord. Pas du tout. Et Hassan, je t'avais dit que cette interview durerait environ 45 minutes, mais nous en sommes déjà à 1 heure. Eh bien, j'ai apprécié cet échange. Merci beaucoup pour ta patience. Pour les personnes qui aimeraient lire davantage de tes analyses, où devraient-elles aller? As-tu un endroit où tu publies régulièrement en anglais? Oui, et parfois, eh bien, s'ils cherchent essentiellement Hassan Unal, vous savez, j'écrivais des tribunes pour certains journaux occidentaux. Il m'arrive aussi d'écrire des analyses en anglais, mais j'écris également des analyses en turc, et certains sites internet les traduisent en anglais. C'est principalement appelé Harici en fait. Harici, c'est là où j'écris. Harici est un site d'analyse de politique étrangère. C'est exact. Par notre ami et collègue Tunç Akoş, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Je mettrai Harici dans la boîte de description ci-dessous pour que les gens puissent le trouver là. Je vous en prie. J'ai également un programme sur le site Harici. Il s'appelle Strategic Compass. Et j'y réalise des entretiens avec des experts de Turquie ainsi que du monde entier sur des questions géopolitiques. Ils peuvent donc aussi voir mes entretiens en anglais avec des spécialistes. Et peut-être pourrions-nous en faire un avec vous à un moment donné, vous savez. Avec plaisir. Et tout le monde, rendez-vous sur Harici pour découvrir le professeur Hassan Unal. Hassan, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Eh bien, ce fut un plaisir pour moi.